diplôme d'infirmière et une licence en sciences économiques et sociales en poche, Isabelle Durand se lance dans la politique et devient très vite secrétaire générale du Parti des Verts en Belgique. En 1999, pendant que la Belgique s'inquiète de l'étendue du phénomène de la dioxine, le Parti des Verts, dopé par cette crise, enregistre des scores inespérés aux élections de la même période. Isabelle Durand est alors propulsée au poste de vice-premier ministre et ministre de la Mobilité et des Transports. En 2009, elle rejoint le groupe des Verts européens. Elle est aujourd'hui eurodéputée et vice-présidente du Parlement européen. La femme politique s'indigne et dénonce une certaine Europe, celle qui a soutenu jusqu'au bout les Moubarak, les Ben Ali et les autres. Mais alors, faut-il s'ouvrir aux partis islamistes ? Isabelle Durand fait la part des choses. C'est le contenu et leur programme qu'il faut juger et non pas la religion. Et envers le Hamas, faut-il changer de stratégie ? Pour elle, le Hamas devait et doit être quelqu'un avec qui parler. Isabelle Durand a le courage de ses opinions, une personnalité politique égale à elle-même, une femme surprenante. Dans cette émission, elle nous dit tout, ou presque. Madame Durand, bonjour et merci d'être avec nous. Alors, faut-il craindre les islamistes s'ils venaient à remporter les élections prochaines en Tunisie et en Égypte ? Je ne sais pas s'il faut craindre. Je crois surtout qu'il faut avant tout organiser de la meilleure façon possible une campagne électorale dans laquelle tous les partis politiques, y compris les partis de confession islamiste, vont faire campagne. Je pense qu'il faut surtout ces partis-là les interroger sur leur programme. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ce n'est pas une affaire de religion, c'est une affaire de contenu. Quel est leur programme par rapport à la Constitution, par rapport aux libertés, par rapport au développement économique? C'est là-dessus qu'on les attend, pas sur le reste. Et donc c'est là-dessus qu'il faut les juger, que les électeurs doivent les juger. Mais nous aussi, Européens, on aura à les juger là-dessus, pas sur leur caractère islamiste. Et je vous dirais, comme Belge, moi qui vis dans un pays où les démocrates chrétiens ont occupé le pouvoir pendant 40 ans, je serais un peu malvenu d'aller faire la critique de ceux qui s'inscrivent dans une logique islamique. Ce n'est pas mon choix, mais je dois le respecter. Alors, vous le savez, le Parlement européen a reçu tout récemment un panel de femmes égyptiennes, dont d'ailleurs la plupart étaient issues du parti islamiste égyptien, les Frères musulmans. Alors, ça veut dire que désormais l'Europe va traiter avec l'ensemble des obédiences que représente donc, que compose cette grande Égypte. Je pense qu'on doit le faire. On doit le faire et on verra bien. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des élections et qu'il y ait un score qui soit donné à ce parti politique. C'est un parti politique et qui doit être jugé par nous, Européens, comme ce qu'il apporte, mais aussi son score électoral, le rapport de force qu'il va faire au Parlement égyptien. C'est ça qui nous intéresse. C'est ça, comme Européens, qui doit nous intéresser. Pour le reste, je pense c'est notre première mission, c'est de voir ce que va faire ce parti, comment il va faire campagne, sur quel sujet et quel type de soutien il va aller chercher. Il faudra les surveiller de près, parce qu'il faudra éviter aussi les manipulations, éventuellement impressionner un peu les électeurs sur le thème, la religion implique que, etc., etc. Donc à tout ça, on devrait être extrêmement attentif. Mais est-ce qu'on est convaincu aujourd'hui, ici en Europe, que l'islam peut faire bon ménage avec la démocratie? Ce n'est pas impossible. Je pense que regardez ce qui se passe en Turquie. Aujourd'hui, un parti comme l'AKP, c'est un parti qui a quand même fait bouger la Turquie dans pas mal de domaines. Pas assez, pas surtout, et j'ai bien des critiques à faire. Mais enfin, soyons aussi, je dirais, de bon compte et essayons de rendre les choses pour ce qu'elles sont. Donc moi, je ne suis pas une anti-islamiste primaire. D'ailleurs, c'est ce raisonnement-là qui nous a amenés, contre soi-disant les islamistes, à maintenir pendant 30 ans des Kadhafi, des Ben Ali, des Moubarak et des gens qui étaient finalement les garants contre la montée des islamistes. Excusez-moi, mais la dictature, c'est pas vraiment le bon système pour essayer de lutter contre les dérives islamistes. Donc ne confondons pas tout et prenons les gens pour ce qu'ils sont et prenons-les au jeu de la démocratie telle que nous voulons la soutenir. Le Hamas a été la première formation politique d'obédience islamiste. Donc ce mouvement a remporté les élections en Palestine. Vous connaissez la suite. Est-ce que le regard de l'Europe va changer maintenant, même vis-à-vis du mouvement Hamas? Mais écoutez, le Hamas avait gagné les élections. Elles ont été financées, observées, soutenues par l'Union européenne. Alors on ne peut pas dire à la fin qu'on n'aime pas le résultat. Hein. Donc il faut être clair, on soutient un processus électoral, on le contrôle, on le surveille, il est équitable, il est correct et il aboutit à un résultat qu'on n'aime pas. Ah, ça ne va pas. Je veux dire, à un moment donné, les gens ont voté, il faut respecter le résultat du vote. Donc le Hamas devait et doit être
quelqu'un avec qui on parle. C'est pas ma tasse de thé, c'est pas mon choix, c'est pas ma façon de voir. Mais en même temps, il faut respecter aussi les Palestiniens qui ont voté et respecter, je dirais, la démocratie quand elle donne un résultat qu'on n'aime pas. Alors maintenant, on est dans une autre situation qu'au lendemain des élections en Palestine, puisqu'il y a une discussion dont on verra ce qu'elle va donner de rapprochement dans le camp palestinien entre le Hamas et le Fatah. On verra bien, je pense que c'est plutôt d'ailleurs un signal intéressant que finalement le Hamas a montré aussi qu'il n'était pas capable de faire tout ce qu'il croyait qu'il allait faire. C'est difficile d'ailleurs. Vous avez réagi positivement à cette réconciliation? Je pense que c'est plutôt un signe important. C'est aux Palestiniens de faire ça. Enfin, c'est pas moi comme Européenne qui vais leur dire ce qu'ils doivent faire. On n'est quand même plus à l'époque des colonies. Donc ces gens choisissent de faire un processus de discussion pour renforcer, je dirais, l'assise palestinienne. C'est leur choix, c'est plutôt une bonne chose. On verra bien à quoi ça aboutira. Pour le moment, on n'est qu'au principe. Vous pensez que le Hamas a encore sa place sur la liste des organisations internationales terroristes? Il y a une histoire aussi, il ne faut pas demander tout à la fois. Parce que l'Union européenne, elle doit aussi faire des pas compliqués, quoi. Donc ne demandons pas tout à la fois. Soyons conscients que stratégiquement, il y a le droit et puis il y a la politique. Et quand on fait de la politique, on se rend compte qu'il y a des étapes pour pouvoir avancer pas à pas vers ce que nous souhaitons tous, c'est-à-dire la reconnaissance de l'État palestinien et la coexistence de deux peuples et de deux États. C'est ça qu'on veut dans cette région du monde. Alors ne commençons pas par à ouvrir tous les fronts en même temps. Si aujourd'hui il y a une tentative de rapprochement entre le Fatah et le Hamas, on en prend acte et c'est plutôt une bonne chose. On va devoir travailler à l'Assemblée générale des Nations unies au mois de septembre et on espère que quelque chose bougera sur le terrain palestinien, sur le terrain de la reconnaissance de la Palestine. Je pense qu'il ne faut pas ouvrir tous les fronts à la fois. Si maintenant vous me demandez d'enlever le Hamas de la liste des organisations terroristes, même si d'une certaine façon il y aurait droit, je pense qu'il ne faut pas faire tout en même temps. Vous serez, vous, en tant que vice-présidente du Parlement européen, prête à négocier officiellement avec le Hamas? Je ne serai d'ailleurs pas amenée comme vice-présidente du Parlement à négocier avec le Hamas. Moi, je suis une parlementaire et une vice-présidente, surtout demandeuse de tout ce qui permettra de travailler avec les sociétés civiles, avec les citoyens, avec les partis politiques qui représentent les citoyens, qui sont donc correctement élus, pour chercher en Palestine comme ailleurs les solutions qui conviennent pour essayer de faire dans cette région ce qu'on n'a jamais su faire jusqu'à présent. C'est là que vous me trouverez. Pas dans une défenderesse d'un groupe contre un autre. Moi, je veux rapprocher les points de vue, je veux chercher à porter ou à aider à une parole palestinienne à se structurer, à se porter pour pouvoir aboutir, c'est vrai, dans un contexte nouveau, parce qu'avec les printemps arabes, la situation a changé, l'Égypte a rouvert les points Rafah. Ce n'est pas parfait, loin de là, mais en tout cas des choses bougent. C'est au moment où ça bouge qu'il ne faut surtout pas commencer à se cabrer sur un dossier ou sur un autre, mais essayer de rapprocher les points de vue. C'est là que vous me trouverez. Alors vous évoquiez à l'instant la reconnaissance, les trois conditions du quartet. Alors beaucoup d'observateurs maintenant s'accordent à dire que le Hamas reconnaît, serait-ce implicitement, l'État d'Israël en annonçant qu'il reconnaissait donc les frontières de 1967, notamment la deuxième condition, la violence. Il a renoncé pratiquement à la violence. La troisième condition donc aussi, c'est-à-dire respecter les accords existants. Alors qu'est-ce qu'on attend aussi pour reconnaître le Hamas et Madame Durand pour reconnaître l'État d'Israël, parce qu'il faut le rappeler toujours, l'État d'Israël ne reconnaît pas l'État palestinien. Et donc, l'ensemble de ces choses devront être faites. Tout cela devra être fait. La question, c'est dans quel ordre et à quel moment on ouvre toutes les discussions. Si vous demandez simultanément de reconnaître le Hamas, de le supprimer de la liste des organisations terroristes, même si certaines conditions politiquement sont remplies, à un moment donné, il y a une question d'équilibre pour aboutir à la première priorité, qui est la reconnaissance de la Palestine au mois de septembre à l'Assemblée générale des Nations unies. Donc moi, je suis pour un calendrier dans lequel on peut jouer et où chacun, du côté européen, du côté israélien, du côté américain, on peut trouver un point d'équilibre. C'est ça qu'on doit travailler, parce qu'on peut essayer de se faire plaisir pour des raisons de droit, des raisons de justice, mais l'objectif, on ne doit jamais le perdre de vue. L'objectif, c'est d'aboutir et de profiter, si je peux dire, de l'occasion qui nous est donnée aujourd'hui dans la situation mouvante dans la région, d'essayer d'obtenir des avancées importantes sur un dossier qui jusqu'ici, hélas, était complètement bouché. Vous pensez que l'Europe doit reconnaître ou doit soutenir le prochain gouvernement palestinien, quelle que soit sa composition? Je pense que nous n'avons pas vocation à dire qui est bon et qui est méchant. Nous avons à reconnaître... On l'a fait auparavant. Oui, on l'a fait au lendemain des élections. Certains ont pris position en disant le Hamas c'est pas bien, pas moi.
parce que je pense qu'ils avaient été élus. Voilà. Et à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut des élections, on doit aussi accepter le résultat des élections. Ce sera la même chose en Tunisie, ce sera la même chose en Égypte. Notre responsabilité maintenant, c'est de soutenir toutes les forces démocratiques, les partis politiques, les médias, dans des vraies campagnes électorales. Parce que les électeurs, ils n'ont plus voté depuis longtemps dans ces pays, ou s'ils ont voté, ils ont voté dans des conditions complètement différentes. Et donc, on doit soutenir surtout maintenant le renforcement de tout ce qui permet le débat politique, le débat démocratique. Et plein de gens, d'ailleurs, y arrivent très très bien via tous les réseaux Facebook et autres. Ils l'ont démontré. À nous de les aider pour pouvoir mettre en place quelque chose qui ressemble à une campagne électorale à la mode égyptienne ou à la mode tunisienne, c'est-à-dire quelque chose qui permet l'expression politique et la structuration politique de groupements qui jusqu'ici n'ont jamais eu accès ni au Parlement ni forcément au gouvernement. C'est ça notre devoir aujourd'hui, c'est de soutenir un processus. Et puis quand le processus aura eu lieu et quand les élections auront lieu et si elles ont lieu de façon équitable et valable, il nous reviendra de reconnaître le résultat. Parce que sinon, on n'est pas très sérieux. Alors, on en vient maintenant au printemps arabe. L'Europe a soutenu les dictatures jusqu'au bout, en Tunisie, en Égypte. Elle continue de le faire en Arabie Saoudite, au Maroc, en Algérie. Ça veut dire que l'Europe ne veut pas prendre de risques? D'abord, ne dites pas toujours l'Europe, parce que quand on dit l'Europe, ça veut dire que tous les Européens, de façon indistincte, tous groupes politiques confondus, ont tous soutenu. Ce n'est pas vrai. Donc je revendique très clairement la position, entre autres, de mon groupe qui n'a jamais soutenu ces régimes et qui, au contraire, à chaque fois demandé ici au Parlement européen qu'on puisse débattre de toutes ces questions sur, entre autres, les fameux accords de réadmission, entre M. Berlusconi, Ben Ali, Moubarak, etc. Donc ne dites pas toute l'Europe. Mais c'est vrai, une majorité en Europe a largement soutenu ces gouvernements pendant très longtemps. Ça l'a bien arrangé pour des raisons liées au pétrole à certains endroits, pour des raisons liées à la stabilité dans la région, de garder la main sur un certain nombre de choses, d'avoir des interlocuteurs faciles à qui, je dirais, on pouvait aisément acheter la collaboration et le soutien. Donc c'est pas très glorieux. Franchement, moi je suis pas fier de ça. Et j'étais très opposé à ça, mais voilà, une majorité en Europe a décidé ça pendant des années. C'est très malheureux. Aujourd'hui, quelque chose bouge, et bouge, il faut quand même le souligner, à la faveur du courage incroyable, incroyable de ces gens, de ces jeunes, de ces femmes, qui ont montré d'ailleurs que le terrorisme ne sert à rien, et qui ont montré que c'est par une obstination, une manifestation, une efficacité dans la façon de travailler ensemble qu'on peut arriver à quelque chose. Ils ont quand même réussi ce que personne n'a jamais réussi depuis 30 ans, c'est-à-dire à chasser les dictateurs. Alors, rien n'est gagné, évidemment. Est-ce qu'on va arriver à chasser le reste des dictateurs? Je pense déjà à ce qui se passe en Libye, en Syrie, c'est pas très facile. C'est pas gagné, hein. C'est pas gagné. Donc, en Libye, j'espère que vraiment, à la faveur de l'aide militaire et de l'intervention européenne et OTAN, et avec le soutien au CNT, aux insurgés et à tous ceux qui bougent pour essayer de gagner du terrain, qu'on finira par y arriver. Je pense qu'on doit mettre monsieur Kadhafi hors d'état de nuire. Et donc là, il y a vraiment un enjeu énorme dans les semaines à venir, et en particulier d'ici l'été, ou d'ici voir si réellement la coalition gagne du terrain, y compris militairement, parce que c'est ça qu'il s'agit. Donc ça, je veux qu'on gagne ce pari. On l'a engagé un peu tard d'ailleurs, on doit le gagner. En Syrie, le problème est encore tout autre. Est-ce que ça sera facile de déloger le régime baathiste? C'est pas si simple. Les gens là sont aussi, les Syriens sont d'un courage incroyable, des vies sont perdues tous les jours, et donc notre parole à nous doit être beaucoup plus forte. Ceci dit, j'ai rencontré des opposants syriens il y a quelques jours, ils ne demandent pas une intervention militaire, c'est pas ça qu'ils demandent, ils demandent une parole beaucoup plus forte de l'Union européenne, mais ils ne le demandent pas aujourd'hui en tout cas, et moi je veux suivre la demande, parce que c'est pas non plus à nous d'aller retourner des régimes. On doit être du côté de ceux qui essayent de les faire tomber, mais on ne peut pas être ceux qui les faisons tomber. Et donc je crois qu'on doit jouer un jeu subtil et intelligent en écoutant aussi les insurgés, les représentants de ce fameux conseil qui s'est constitué en Syrie contre le président. Et donc c'est ces gens-là qu'on doit écouter leurs besoins, leurs attentes politiques, leurs attentes matérielles, et surtout l'attente qu'ils ont d'avoir une parole de l'Union européenne un peu plus claire, un peu plus osée, un peu plus forte contre le régime syrien. Alors, la Syrie qui est située dans une région très délicate, vous pensez qu'il faut exiger, entre guillemets, ou alors vous pensez que le peuple syrien doit exiger davantage de réformes, de vraies réformes, un changement, ou alors carrément
faire chuter le régime? Alors ça, évidemment, c'est toujours la grande difficulté. Elle revient d'abord aux gens sur place de mesurer jusqu'à quel point quelque chose est possible en laissant un système en place. Et puis, soyons réalistes, même quand on chasse un dictateur, le système qu'il a tenu en place pendant tant d'années, le système, il recèle lui-même ses propres forces négatives. Et donc, même quand on chasse un dictateur, on n'a pas fini avec ça. Ça met des années et des années. C'est un processus long. Je pense qu'il faut aller vite dans le soutien qu'on donne à ces régimes, ces nouveaux régimes, ces régimes qui vont être issus d'élections là où il y en aura. Mais il faut aussi travailler dans la durée. On ne gagne pas 30 ans de dictature, on n'efface pas ça comme ça. On l'a vu même en Europe. Je veux dire, en Espagne ou ailleurs, on n'efface pas 30 ans de lotissement de l'État par des forces négatives, par des forces oppressantes, par des forces contre la liberté. On n'élimine pas ça en un jour en supprimant seulement un dictateur. Ça commence par là, mais ce n'est pas tout. Alors il y a d'autres pays encore plus proches de nous, ici en Europe. Je pense à l'Algérie, au Maroc. Il n'y a pas de révolution, ou en tout cas les manifestations sont vraiment réprimées. Mais les deux chefs d'État des deux pays ont annoncé une série de réformes. Vous y croyez ? Ne mettons pas l'Algérie et le Maroc exactement dans la même situation. Ce sont comme des situations assez différentes. Je vais parler du Maroc parce que c'est un pays que je connais mieux. Je pense que la situation n'était pas la même qu'en Tunisie, pas du tout, même si il y a, c'est vrai, un pouvoir à la monarchie, à tout ce qui tourne autour, qui est assez puissant. Néanmoins, il y a quand même du pluralisme politique, il y a une certaine liberté d'expression. C'est un pays qui a quand même beaucoup bougé ces 10-15 dernières années. Donc aujourd'hui, la situation n'est pas la même. Je comprends parfaitement les revendications du mouvement du 11 février, du 20 février, qui veut aller plus loin et qui lui dit il nous faut une assemblée constituante et pas seulement des réformes telles qu'elles sont annoncées. Peut-être que oui, je pense qu'ils ont raison sur le fond. Le problème, c'est le chemin pour y arriver. Est-ce qu'ils imaginent, on l'a vu dans d'autres pays, et y compris en Europe dans le passé, on ne peut pas passer de blanc à noir, c'est-à-dire d'une royauté qui tient tout le système immédiatement à une assemblée constituante. Je pense qu'il y a des étapes, et moi je suis plutôt partante de travailler par étapes, et tout en gardant un objectif. Il faut garder un objectif, ce n'est pas pour ça qu'on est satisfait de façon définitive, mais je pense que le projet de constitution qui est sur la table est plutôt intéressant, même s'il est insuffisant, et qu'il y aura des batailles à faire pour changer la Constitution une fois qu'elle sera adoptée. Vous savez, ici en Belgique, on change la Constitution, on l'a changée tous les 2-3 ans. Une Constitution, ce n'est pas un truc pour 20 ans. Et donc aujourd'hui, le roi fait une proposition, elle est retenu par à peu près tous les partis politiques, sauf le mouvement du 20 février qui est très opposé, qui a une autre stratégie, que je comprends et que je peux tout à fait soutenir. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut avancer étape par étape et sans doute faut-il d'abord prendre ce qui est à prendre dans ce projet de constitution et continuer de garder l'œil sur toutes les faiblesses de cette nouvelle constitution, sur tout ce qui pèse encore ou qui peut encore peser sur le processus démocratique au Maroc. Donc je serais... Et on réprime les manifestations? Non, évidemment, la répression n'est pas acceptable, évidemment, et c'est clair, la manifestation doit pouvoir avoir lieu. Il est normal, quand on veut justement ouvrir le jeu, quand on veut développer un projet démocratique, il est normal que l'on laisse les gens manifester, qu'on laisse les gens exprimer leur point de vue et qu'on ne les réprime pas avec violence. La violence est de toute façon toujours condamnable. Alors l'Algérie, vous connaissez moins, la même chose, le chef d'État a annoncé une série de réformes. Vous en pensez quoi? Oui, mais l'Algérie, on vient d'une autre histoire, évidemment. Je la connais moins bien, mais je pense aussi qu'on a un passif de 20 ans en Algérie qui est terriblement douloureux, qui est terriblement injuste, qui est terriblement une espèce de chape de plomb qui pèse sur la société algérienne. Et donc je serais beaucoup plus méfiante sur les annonces faites par le chef d'État algérien que par celles qui sont faites au Maroc, parce que je pense que en Algérie, on vit dans un système complètement cloisonné, fermé, chape de plomb, alors que je pense qu'au Maroc, malgré les défauts de tout le poids du passé au Maroc, malgré tout, on est dans un système un peu plus ouvert et dans lequel, même si on ne peut pas réprimer de façon comme on l'a fait les manifestations, le climat est plus ouvert et donc plus enclin à une certaine collaboration momentanée, étape par étape. Vous pensez que la junte militaire en Algérie va un jour rendre le tablier et dire « Ok, ça va, je rentre dans la caserne » ? Ce serait évidemment souhaitable, mais ce ne sera pas si facile, c'est clair. Alors, encore un mot. Donc, j'ai appris tout récemment qu'un groupe d'amitié, qu'on a appelé groupe d'amitié Union Européenne-Maroc, qui vient donc qui a été créé à l'initiative de députés européens, je pense, notamment,
et auquel vous avez refusé d'ailleurs de faire partie. Pourquoi? Parce que je ne suis pas contre l'amitié. J'ai plein d'amis au Maroc et l'amitié c'est magnifique et c'est probablement ce qui d'ailleurs unit le plus les peuples et il faut surtout la cultiver. Mais par contre, je pense qu'aujourd'hui on dispose d'organes de contact officiels entre l'Union européenne et le Maroc par les commissions mixtes, etc. Je ne voyais pas très bien ce qu'allait faire ce groupe d'amitié et d'autant plus qu'il me donnait un peu l'impression surtout de faire un groupe avec un président, un vice-président, des rencontres bilatérales, etc. avec des autorités. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui au Maroc, et je l'avais d'ailleurs dit à M. Pargnot, en tout respect pour l'initiative qu'il lance, mais je n'avais pas envie d'en faire partie, si ce n'est que ça. Moi, ce que j'aurais voulu qu'on fasse, c'est un réseau de dialogue avec l'ensemble des acteurs de la société marocaine. Je pense que c'est de ça qu'aujourd'hui le Maroc a besoin, moins que des députés européens qui vont faire un groupe où on va se rencontrer. On a besoin de parler, mais de parler avec tout le monde, avec les forces syndicales, avec les forces associatives, avec les gens de la presse, avec bien sûr les gens, le gouvernement marocain, avec les gens de l'opposition. On a besoin de parler avec tout le monde pour bien comprendre une société qui bouge et qui est en train de bouger. On n'a peut-être pas besoin de l'amitié, on en a besoin, mais ça on n'a pas besoin de groupe pour le faire. Et par ailleurs, on n'a peut-être pas besoin d'un groupe qui va aller une fois au Maroc rencontrer les autorités, etc. Je ne suis pas sûr que c'est ça qui est le plus nécessaire. Donc moi j'ai préféré, je dirais, me tenir un peu à distance et travailler en direct avec l'ensemble des acteurs, y compris, bien sûr, les partis du gouvernement, y compris tous ceux qui sont dans la sphère du roi Mohamed VI, parce que je n'ai pas du tout d'objection, au contraire, au travail qui est fait. Je pense qu'il ne va pas encore assez loin, mais des pas importants sont franchis. Mais je suis plus pour un réseau ouvert de dialogue avec tout le monde que pour un groupe d'amitié avec certains. Alors, un certain nombre de collègues à vous, qui eux ont accepté de faire partie de ce groupe d'amitié. Je cite au hasard, peut-être pas tout à fait au hasard, votre collègue, Madame Dati Rachida, qui est elle d'ailleurs est d'origine marocaine. Elle a qualifié les réformes annoncées par le roi Mohamed VI d'historiques et de révolutionnaires. Vous pensez aussi que c'est révolutionnaire et historique? Je lui laisse ses propos. Je pense que des pas sont franchis, c'est vrai. Il y a des pas incontestables et on va devoir les suivre et surtout suivre l'application de ça. Donc moi, je me garde des grands mots et je suis étape par étape de façon très pragmatique. C'est pas le moment aujourd'hui de lancer des termes comme ceux-là. Je pense pas. Je pense que c'est important et le monde bouge dans cette région, mais il n'a pas fini de bouger. Il devrait encore bouger. Une dernière question peut-être, Madame Durand, par rapport à cette société civile dont on... cette expression qui est galvaudée maintenant, qui est à la mode, on parle souvent que l'Union européenne, donc les institutions de l'Union européenne, dialoguent avec la société civile des pays du sud de la Méditerranée. Vous ne pensez pas que la société civile de cette région du monde, la région du sud, doit aussi dialoguer avec la société civile européenne? Bien sûr. On a l'impression qu'ils sont... Et donc je crois qu'ils ne doivent pas seulement parler avec des parlementaires européens ou avec des représentants de la Commission européenne ou du Conseil. C'est vrai que, mais ça existe d'ailleurs, ça doit être renforcé, mais des rencontres bilatérales entre des gens du secteur de la presse, du secteur agricole, dans toutes sortes de domaines. Enfin, je crois vraiment que justement les expériences croisées d'organisation de la société civile européenne et d'organisation de la société civile marocaine, algérienne, libyenne et autres sont très très précieuses dans les démarches, même si évidemment elles sont dans des univers extrêmement différents. Je pense que c'est très précieux, ça existe et justement la Commission européenne par des moyens pourrait soutenir ces rencontres-là plutôt que des groupes d'amitié de parlementaires. Je pense que ça c'est plus intéressant de faire se rencontrer ceux qui bougent et d'ailleurs ils n'ont pas attendu, ils n'ont pas entendu les moyens. Regardez sur Facebook à quel point il y a eu un dialogue, y compris, on a tous pris conscience ici de ces jeunes blogueurs, y compris de ceux qui ont perdu la vie presque en direct devant nous sur notre ordinateur. Ça, ce sont des choses qui ont une force extraordinaire et qui ont une force bien plus puissante que tout ce que peut dire Madame Dati ou n'importe qui. Je pense que cette façon-là de travailler en réseau est beaucoup plus efficace et beaucoup plus précieuse. Et parfois, je dirais, même la société civile elle-même doit s'interroger sur sa propre représentativité vis-à-vis de citoyens. Ces gens-là qui ont osé cette révolution dans ces pays, ce n'étaient pas nécessairement des gens de grandes organisations de la société civile ou marocaine, ou, enfin pas marocaine justement, mais tunisienne ou autre. C'est parfois des gens, tout simplement des jeunes un peu
qu'on présente comme désorganisés et qui ont montré leur capacité extraordinaire à mener un mouvement de façon exemplaire. Et donc je trouve que nous, et quand je dis nous, je me mets moi, non seulement comme députée européenne, mais aussi comme partenaire de pas mal de gens de la société civile, on doit s'interroger sur notre fonctionnement. Parfois il est un peu routinier, parfois il est un peu englué. Soyons attentifs à être auprès de ceux qui bougent et à comprendre le message de ceux qui bougent, parfois au risque de leur vie, et qui ne sont pas passés par la société civile de leur propre pays parfois, et qui sont tout simplement se sont lancés de façon un peu autonome, sans être sûrs de réussir, et en fait ils ont entraîné tout le monde avec eux, c'est eux l'avant-garde. Madame Durand, merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Madame, Monsieur, cette émission s'achève. Je vous retrouve dans 2 semaines sur la même chaîne et à la même heure. Au revoir.